Question. Questions orales. The honorable leader of the... L'honorable leader de l'opposition. Lorsque les Américains augmentent les tarifs sur notre bois d'œuvre et nos automobiles, le premier ministre a fait une énorme promesse aux États-Unis. Il a dit que le Canada a déjà investi un demi-billion de dollars au cours des 5 dernières années et probablement 1 000 milliards de dollars dans les 5 prochaines années si nous obtenons l'accord que nous pensons. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit que ça va être l'argent privé. Est-ce qu'il va forcer les investisseurs d'aller aux États-Unis ou juste les encourager d'investir ici, au Canada? Le très honorable Premier ministre. Mr. Speaker. Monsieur le Président, aujourd'hui marque un moment charnière dans l'histoire du Canada et tous les parlementaires seront d'accord avec moi pour reconnaître le progrès historique qui a été accompli au Moyen-Orient grâce au plan en 20 points du président Trump. Je tiens à féliciter les leaders de l'Égypte, de la Turquie et du Qatar, les architectes du plan Kushner et Witkoff, et répéter, comme je l'ai déjà dit au président Trump, que le Canada agira pour que toutes les composantes du plan soient exécutées et mises en œuvre. L'honorable chef de l'opposition. Tous le président Trump pour son accord de paix en Moyen-Orient, c'est vrai, mais j'ai posé une question en français par rapport aux emplois des Canadiens, Monsieur le Président, et que le Premier ministre montre un peu de respect pour le Québec et pour les francophones qui ont craint de perdre leurs emplois maintenant et répondre à la question. La question, c'est, lui, il a promis que l'entente qu'il va signer avec les Américains vont expulser un autre 1 000 milliards de dollars d'investissement, ce qui menace les travails des Canadiens. Est-ce qu'il a obtenu 1 000 milliards de dollars des États-Unis en retour? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la situation actuelle est que le Canada a le meilleur accord commercial avec les États-Unis à travers le monde, première chose. Deuxièmement, on peut améliorer cet accord et c'est la raison pour laquelle le ministre Leblanc est maintenant là à Washington en train des négociations avec les Américains. Et dans ce contexte, il y aura plus d'investissement ici au Canada. Exactement. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre est revenu bredouille pour ce qui est des tarifs sur les automobiles et le bois d'œuvre, mais il a fait une énorme promesse, à savoir des investissements d'1 billion de dollars qui ferait en sorte que cela ferait partie de l'entente qu'il espère pouvoir conclure. Donc, dans l'entente, il s'engage à faire fuir 1 milliard de dollars du Canada. Oui, ce sera converti en investissement privé. Mais comment faire? Adopter une loi obligeant que nos fonds de pension soient acheminés vers nos voisins du Sud? Ou est-ce qu'il continuera à imposer des impôts élevés et des politiques qui luttent contre le développement, qui font en sorte que ces investissements fuient le pays? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, bon, j'y étais, moi. J'ai participé aux négociations avec le président. J'ai discuté moi-même avec divers intervenants dans le bureau ovale. Et voici ce qu'il en est. Nous avons la meilleure entente du monde. Nous voulons améliorer cette entente pour les travailleurs du secteur de l'acier et de l'aluminium, pour les travailleurs du secteur énergétique, du secteur automobile et du secteur de la foresterie, pour les travailleurs de tout notre pays, puisque nous voulons défendre le Canada et c'est pour cela que nous allons vouloir conclure la meilleure entente possible. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à l'économie qui connaît le pire ralentissement économique du pays du G7 avec le deuxième plus haut taux de chômage des pays du G7. Oui, il était sur place. C'est les Canadiens qui sont propriétaires de ces billions de dollars qu'ils souhaitent faire fuir de notre pays. Qu'est-ce qui se trouve dans l'entente, au juste? Il nous a dit que ce serait concrètement dans l'entente, qu'il allait faire fuir ces investissements d'1 milliard de dollars ou il cherchait à les investir ailleurs. Il y a deux façons d'y arriver. Est-ce que le premier ministre va adopter une loi qui va obliger les investisseurs à investir ailleurs et qui va, de fait, éliminer des emplois
canadien ou est-ce qu'il va continuer d'éliminer des impôts en mettant en place des politiques anti-développement et à imposer des taux d'imposition très élevés? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je sais que l'honorable député n'était pas là lorsque ce gouvernement a coupé les taux d'imposition des taux sur les gains en capital et la taxe carbone. L'honorable député n'était pas des nôtres lorsque le gouvernement a adopté un projet de loi pour une économie canadienne unique et pour construire des grands projets ici au pays. Mais le député d'en face sera là lorsque ce gouvernement présentera un budget regorgeant d'investissements générationnels le 4 octobre. L'honorable chef de l'opposition. On parle d'un demi-billion de dollars qui ont été investis aux États-Unis au cours des 5 dernières années. 1 billion de dollars au cours des 5 prochaines années si les ententes escomptées sont conclues. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas pu faire lever les tarifs sur le secteur de l'automobile ou le secteur de la foresterie. Des milliers de Canadiens ont perdu leurs emplois après que l'on ait créé le deuxième pire taux de chômage du pays des G7 et la pire croissance économique. Voici donc une question claire. Il s'engage à faire 1 billion d'investissements ailleurs. Est-ce que le président Trump fera la même chose? Ces investissements seront-ils réciproques? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le Canada n'a aucun tarif imposé sur ses pièces automobiles, aucun tarif d'imposé pour les produits finis dans le monde entier. Nous cherchons à conclure une entente qui pourra faire augmenter les investissements au Canada et aux États-Unis, mais nous n'accepterons que la meilleure entente possible pour le Canada et le secteur privé sera responsable de prendre ces décisions. L'honorable chef de l'opposition. Il dit que tout sera concret dans l'entente, et donc, ça devra être mis en application. Une autre contradiction libérale, un autre échec libéral, une promesse rompue de ce premier ministre. Parlons de l'énergie un instant. Il y a quelques jours, le premier ministre a voté en faveur d'un plafond énergétique qui freinerait la construction d'un nouveau pipeline. Et au cours des 8 dernières années, il dit avoir appuyé le projet de pipeline Keystone. Tant qu'il continuera de bloquer la production en Alberta, on ne pourra pas faire couler le pétrole dans ce pipeline. Avec quoi est-ce qu'on va remplir le pipeline? Du sirop d'érable? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai voté, comme l'ont fait d'autres, la majorité des députés ont voté contre une motion visant à se défaire d'un projet qui n'existe pas, en fait. Nous travaillons avec le secteur privé, avec la province de l'Alberta. Nous travaillons également avec les Américains pour miser sur l'énergie canadienne. Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, on progresse. J'ai l'impression qu'encore un mois et demi, et mon collègue, chef de l'opposition officielle, va être prêt à parler de l'indépendance du Québec. Alors, on progresse. Dans l'intervalle, les camions lourds et moyens sont l'objet d'un tarif de 25 % à compter du 1er novembre. Le bois est l'objet de différentes sortes de tarifs à hauteur de 45 %. L'aluminium et l'acier à hauteur de 50 %. L'automobile, 27,5 %. Je voudrais savoir de la part du premier ministre quand est-ce qu'il va aller expliquer à toutes les entreprises des secteurs touchés, aux travailleurs et à leurs sous-traitants. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'était difficile d'attendre la dernière partie de la question. Alors, les faits salients, la situation actuelle, nous avons le meilleur accord du monde avec les Américains, première chose. Deuxièmement, nos tarifs, les tarifs sur l'acier, sur l'aluminium, on est en train de négociations de réduire ces tarifs. Troisièmement, les tarifs en ce qui concerne les camions et les automobiles sont le plus bas du monde. Honorable député de Belleuil-Chambly. Je vais prendre le premier ministre à son mot en campagne électorale. Rapidement, après la campagne électorale, il n'y aurait plus de tarifs qui ne devraient pas exister
comme représailles entre des nations amies, alliées et partenaires. Il aurait pu de ça rapidement. La première semaine après, il s'en allait là-bas et il allait avoir le traité de libre-échange. Il a lui-même changé d'idée, et non seulement il a changé d'idée, mais en plus, il va négocier un oléoduc vers les États-Unis. En quoi est-ce que ça diversifie notre économie, ça, M. le Président? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, en ce qui concerne la diversification de l'économie canadienne avec les partenaires fiables et les partenaires dont l'Asie, par exemple, comme l'Indonésie, nous vient de signer un accord compréhensif avec l'Indonésie. Nous sommes en train de négociations, de grandes négociations avec l'Union européenne, avec l'ASEAN, tous les pays de l'ASEAN. Et il y aura de plus des accords avec les pays d'Amérique du Sud. L'honorable député de Belleuil-Chambly. On est beaucoup plus tard que l'échéancier que le premier ministre s'était lui-même imposé au moment où il faisait campagne. À la limite, on peut comprendre l'exercice. Et là, il nous dit qu'il y a présentement des négociations en cours pour réduire les tarifs. Ça fait 6 ans, ça fait 6 mois. Ça augmente encore. Les États-Unis en ajoutent des tarifs. Donc, ce n'est pas un grand succès présentement. Est-ce qu'au moins, dans l'intervalle, il peut déployer les programmes qu'il a annoncés pour l'aluminium et le bois, dont pas encore une scène a été décaissée? Le très honorable Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, le monde opposé, il y aura la chance de soutenir des programmes pour le secteur de l'acier, de l'aluminium et tous les secteurs à travers le Québec et le Canada dans le budget actuel le 4 novembre. The honourable member for... L'honorable député de Leeds-Grenville, Thousand Islands. Depuis que le premier ministre est arrivé au pouvoir, près de 54 milliards de dollars d'investissement ont fui notre pays. Mais le premier ministre a dit que le Canada enverra aux États-Unis 1 billion de dollars au cours des 5 prochaines années si l'entente que nous souhaitons est conclue. L'entente qu'il s'attend à conclure. Bon, on est à la veille de l'Action de grâce. Voici ce à quoi s'attendent les Canadiens. Un premier ministre qui défendra les investissements ici même au pays, qui défendra les emplois canadiens. Quand est-ce que ce premier ministre le fera? Quand tiendra-t-il tête aux Américains et à Trump? Quand défendra-t-il les travailleurs canadiens? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Je tiens à informer mon honorable collègue, les députés de cette Chambre, que nous avons fourni des milliards de dollars en soutien pour cette économie, y compris 5 milliards de dollars en fonds de réponse stratégique. Et nous le faisons tout en appuyant les travailleurs, en appuyant les secteurs, y compris le secteur automobile, tout en maintenant la cote de crédit AAA du Canada et le rapport dette-PIB le plus bas des pays du G7. Nous conclurons la meilleure entente pour le Canada et nous prendrons le temps nécessaire pour y arriver. Merci. L'honorable député de Leeds-Grenville, Thousand Islands. Monsieur le Président, je tiens à informer la ministre que le Canada a l'économie qui connaît le pire ralentissement des pays du G7. Avec ce premier ministre, il n'y a eu que des concessions. On a reculé sur le bois d'œuvre, on a reculé pour le secteur automobile, pour les investissements, et on a reculé lorsque les travailleurs avaient besoin qu'on les défende face à Donald Trump, comme l'a dit le premier ministre. Il a fait tout le contraire. Il y a eu des fermetures d'usines, de scieries, des licenciements à l'échelle du pays. Pourquoi est-ce que le premier ministre envoie 1 billion de dollars d'investissement aux Américains? Quand défendra-t-il finalement les travailleurs canadiens? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous croyons au potentiel canadien. Nous avons le rapport dette-PIB le plus bas des pays du G7. L'inflation et les salaires fonctionnent pour les Canadiens. Nous continuerons de faire croître cette économie en investissant dans nos travailleurs, en investissant dans les secteurs, et nous le ferons tout en veillant à ce que les investissements directs étrangers transitent par le Canada, soient envoyés par le Canada. Nous affichons le meilleur bilan des pays du G7 en ce sens. Merci. L'honorable député de Lethbridge.
Lorsqu'il était à Washington, le premier ministre se vantait que son gouvernement libéral a déjà envoyé quelques milliards de dollars aux pays au sud de notre frontière et a dit qu'il allait envoyer un autre billion de dollars vers les Américains s'il conclut l'entente qu'il souhaite. C'est exactement ce que veut faire ce premier ministre. Il veut envoyer nos investissements qui étaient ici au Canada à l'époque vers les États-Unis. Est-ce que le premier ministre prévoit envoyer les fonds de pension des Canadiens vers les États-Unis ou est-ce qu'il veut continuer à aller de l'avant avec ses projets anti-développement? L'honorable chef du gouvernement en chambre. Le chef de l'opposition invente des choses et les députés de son parti reprennent ses propos, viennent y rajouter toutes sortes de faits, de statistiques intéressantes et farfelues. C'est difficile à comprendre, c'est difficile de suivre la logique. Voici ce que fait le gouvernement. Nous sommes en pleine négociation avec les États-Unis. À l'heure actuelle, le ministre du Commerce canado-américain est sur place afin de négocier une excellente entente pour le Canada et nous continuerons de faire du Canada une économie forte. L'honorable député de Lethbridge. Voici ce que nous savons, et c'est irréfutable. Le Canada connaît la pire croissance économique des pays du G7. Le taux de chômage est à son plus haut plutôt. Les Canadiens ont du mal à payer leurs épiceries et à nourrir leurs familles. Le premier ministre est allé aux États-Unis et a promis d'attirer 1 billion de dollars d'investissement au sud de la frontière, ce qui désavantage les familles canadiennes puisqu'ils n'auront pas des emplois. Que fera ce premier ministre pour nous défendre et défendre les travailleurs canadiens? L'honorable chef du gouvernement en chambre. Encore une fois, Monsieur le Président, le bureau de recherche des conservateurs invente toutes sortes de faits. Ils ne sont pas pour autant vrais. Nous savons, et Statistique Canada peut le confirmer, l'économie canadienne croît. Nous ajoutons de la valeur à notre économie. Nous créons des débouchés pour les travailleurs. Bien sûr, les pertes d'emploi nous préoccupent. Bien entendu, nous continuerons de défendre les travailleurs canadiens à l'échelle du pays. Une chose est certaine, nous nous reposerons sur nos statistiques. L'honorable député de Swift Current Grasslands Kindersley. On peut avoir toutes sortes de bonnes intentions sans pourtant pouvoir les concrétiser. Le premier ministre a peut-être de bonnes intentions, mais le présent et le passé est garant de l'avenir. Certaines sociétés d'État ont déplacé leur siège social aux États-Unis. Le président Trump les a accueillis à bras ouverts. Le premier ministre continuera de sacrifier les travailleurs canadiens aux dépens des Américains, n'est-ce pas? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie. J'ai annoncé dans cette Chambre, 85% des exportations canadiennes entrent aux États-Unis sans payer aucune taxe, aucun tarif, Monsieur le Président. De plus, on écoute. De plus, Monsieur le Président, l'économie canadienne est une économie ouverte. Le capital bouge des deux côtés de la frontière et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour continuer d'attirer le capital au Canada pour investir et croître plus rapidement. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le premier ministre a promis au président américain des investissements, et je cite, de 1 000 milliards de dollars dans les 5 prochaines années si nous obtenons l'accord que nous pensons obtenir. Ça nous permet de comprendre, Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre, quand il était président de Brookfield, avait recommandé le déménagement du siège social de Brookfield vers New York. Maintenant, le premier ministre demande aux entreprises canadiennes et aux fonds d'investissement d'aller investir 1 000 milliards aux États-Unis. Pourquoi le premier ministre cherche à améliorer l'économie américaine au lieu de l'économie au Canada? Bravo! Honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, je dois vous avouer que je suis étonné de constater que nos amis de l'autre côté ne comprennent pas la notion de flou du capital. L'économie canadienne est une économie ouverte. Le capital rentre et le capital sort. Nous avons une grande tradition d'investir à l'étranger, Monsieur le Président, et aussi d'accepter l'investissement étranger. C'est ça que nous allons faire et c'est comme ça qu'on va croître l'économie canadienne. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Au contraire,
Monsieur le Président, on comprend très bien que le premier ministre, quand il était président de Brookfield, a recommandé de déménager le siège social à New York. Là, maintenant, cette année, on est une entreprise, la plus grande entreprise de camionnage, TFI International, qui a annoncé qu'elle déménagerait le siège social aux États-Unis, une compagnie de 27 000 employés. Puis là, actuellement, c'est pas surprenant de voir que l'économie canadienne se contracte la plus grande au niveau du G7. Est-ce que le premier ministre sait qu'il est à l'emploi des Canadiens et non pas des Américains? Secrétaire parlementaire. Mais, Monsieur le Président, c'était exactement ça la question le 28 avril, Monsieur le Président. Et les Canadiens ont répondu en très grand nombre que oui, c'est ce Premier ministre qui va être en charge de gouverner le Canada et de faire du mieux qu'on peut pour continuer à avoir une croissance économique rapide et diversifiée, Monsieur le Président. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, hier, le ministre nous a accusés de déformer ses propos. C'est toujours bien lui qui parle de l'invasion russe en Ukraine quand il justifie son opposition à la clause d'interrogatoire, pas moi. C'est toujours lui qui envoie le mémoire à la Cour suprême dans lequel il utilise l'esclavage et les exécutions sommaires comme argument, pas moi. C'est toujours bien lui qui prétend que la clause dérogatoire pourrait servir à interdire les lieux de culte, abolir les syndicats, fermer les journaux. Qui, franchement, Monsieur le Président, est en train de déformer la réalité? Le ministre ou ceux qui défendent la clause dérogatoire? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, je veux remercier ma collègue pour la question. C'est clair, il est essentiel pour le gouvernement fédéral de défendre nos chartes, défendre les droits humains et protéger la Constitution. Ce cas arrivé devant la Cour suprême du Canada, il est responsable pour le gouvernement fédéral de faire une intervention pour défendre la Charte, pour défendre la Constitution. Monsieur le Président, il n'est pas des circonstances quand le gouvernement fédéral ne fait pas une intervention. C'est très important aujourd'hui et demain pour protéger les droits des Canadiens. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, dans la lettre ouverte des 5 premiers ministres, les signataires rappellent que la clause dérogatoire a permis le rapatriement de la Constitution. Mais de leur côté, les libéraux veulent réécrire l'histoire et soumettre entièrement le Québec et les provinces à la Charte fédérale. Bref, les libéraux veulent effacer le compromis constitutionnel de 1982. C'est un coup de force qu'orchestre ce gouvernement pour affaiblir l'Assemblée nationale et les provinces. Le ministre va-t-il entendre raison, respecter la clause dérogatoire et cesser de s'en prendre à la souveraineté parlementaire du Québec et des provinces? Voilà! Honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Merci, Monsieur le Président. Je suis en profond désaccord avec ce que mon collègue du Bloc québécois vient d'affirmer. Notre intervention devant la Cour suprême vise à défendre les droits des Canadiens et des Canadiennes et la Charte des droits et libertés. Il n'y a rien dans notre intervention devant la Cour suprême du Canada qui empêchera les provinces de continuer d'utiliser la clause non-obstant si elles le veulent. Mais nous voulons que lorsque les droits des Canadiens et des Canadiennes sont violés par l'utilisation de cette clause-là, que les tribunaux puissent se prononcer là-dessus, Monsieur le Président. L'honorable député de Skeena-Bulkley Valley. Le Canada affiche l'économie qui connaît la décroissance économique la plus rapide des pays du G7 et le deuxième taux de chômage le plus élevé. Les travailleurs de la Colombie-Britannique ont été durement touchés et la situation ne fera que s'aggraver. Le premier ministre a promis de négocier une entente avec les États-Unis, mais les tarifs sur le bois d'œuvre ont doublé depuis son arrivée en poste. Plutôt de respecter ses promesses aux Canadiens, il a promis d'investir 1 000 milliards de dollars aux États-Unis. Combien d'autres travailleurs britanno-colombiens auront à perdre leur emploi en raison des échecs de ce premier ministre? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Ressources naturelles. Nous avons mis les choses au clair. Les tarifs sont injustifiés et nous travaillons afin de les éliminer. Nous avons créé des millions de dollars d'appui pour les travailleurs, 7 milliards de dollars d'appui en liquidité pour les entreprises, des milliards de dollars d'investissement pour le secteur. Nous continuerons de travailler afin de protéger le secteur de la foresterie et nous espérons que tous les députés en cette Chambre en feront de même. L'honorable député de Skeena-Bulkley Valley. Ce gouvernement libéral nous dit d'une part que les tarifs sont injustes et d'autre part que c'est la meilleure entente du monde. On ne peut pas se contredire ainsi. Il y a eu des fermetures à Houston, à West Fraser, ce qui a fait en sorte que des centaines de mécommettants ont été licenciés.
Notre économie en arrache. Depuis l'arrivée en poste de ce premier ministre, les tarifs sur le bois d'œuvre ont doublé. Davantage d'emplois canadiens sont maintenant à risque. Quand est-ce que ce premier ministre fera finalement ce qu'il a promis et défendra les scieries et les familles qui dépendent des emplois qui en ressortent? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous défendrons toujours les travailleurs des communautés touchées et c'est pourquoi nous continuons d'investir et nous le ferons également à l'avenir. Il y a des difficultés qui découlent des disputes sur le bois d'œuvre. Nous nous attaquons à ces difficultés et nous travaillons à tous les niveaux afin d'y remédier. Nous le faisons avec l'appui de toute l'économie canadienne. Nous pouvons trouver de nouvelles façons novatrices de conclure la meilleure entente pour le secteur du bois d'œuvre. Député de Kapuskasing-Timmins, Mushkegowuk. Mr. Speaker. Monsieur le Président, les Canadiens du nord du pays ont besoin que ce gouvernement s'adresse avec urgence aux tarifs imposés sur le secteur du bois d'œuvre. Le gouvernement du bois d'œuvre n'arrive pas à défendre les travailleurs de ce secteur. Le premier ministre avait promis de négocier une entente avec les Américains dans le secteur de la foresterie, dans les scieries de Colstock, Hearst, Cochrane, Chapleau et partout au pays sont à risque de perdre leur emploi. Les mesures en place n'ont pas les retombées escomptées. Que fait le gouvernement pour appuyer ces travailleurs? L'honorable ministre des Emplois et de la Famille. Monsieur le Président, je sais que des communautés en arrachent. Je suis moi-même du nord de l'Ontario. La différence entre notre gouvernement et le parti du député d'en face, c'est que nous défendons les travailleurs lorsqu'ils en arrachent, en mettant en place des réformes à l'assurance-emploi, l'investissement dans les entreprises afin qu'ils puissent effectuer une transition, les mesures de soutien offertes aux entreprises. Nous le faisons toujours de ce côté-ci de la Chambre. Nous appuyons les entreprises tous les jours. Merci. Le député de Sudbury East, Manitoulin, Nickel Belt. Monsieur le Président, le Canada a maintenant l'économie qui se contracte le plus parmi les pays du G7 et est 12e pour ce qui est du taux de chômage. Les perspectives sont pires pour le secteur du bois d'œuvre dans le nord de l'Ontario. Le premier ministre avait promis de négocier une victoire, mais les travailleurs du secteur du bois d'œuvre, eux, voient qu'il n'y a pas d'entente. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre a rompu sa promesse et qu'il est en train de vendre les emplois des travailleurs? La ministre de l'Emploi, c'est la bonne occasion pour moi de vous parler de FedNord. C'est une organisation de développement économique du nord de l'Ontario et qui, depuis des années, travaille pour aider à l'évolution des entreprises, à l'évolution des produits pour pouvoir croître et s'adapter. Nous avons investi des millions de dollars dans l'industrie du bois d'œuvre. Et, Monsieur le Président, nous serons là pour les travailleurs, nous serons là pour les entreprises. Et les Canadiens savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous, contrairement aux collègues d'en face. Le député d'Okanagan, Lake West, South Kelowna. Monsieur le Président, le Canada bat des records à l'économie qui se contracte le plus parmi les pays du G7, deuxième pour le chômage. Si c'était les Olympiques, on aurait droit à une médaille au podium. Le premier ministre avait promis de négocier une victoire dans le secteur du bois d'œuvre et que le Canada allait réécrire sa propre histoire. Mais la seule histoire qu'on a jusqu'à présent, c'est le fait que les tarifs ont doublé, les usines ferment et il y a des milliers de Canadiens qui ont perdu leur emploi. Et il y a des endroits comme Grenford, par exemple. Voilà le type d'histoire que veut écrire le premier ministre. Et est-ce que le titre de son histoire, ce serait « Comment bien échouer » ? Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Oui, dans l'histoire, nous allons acheter canadien, nous allons acheter du bois d'œuvre canadien pour bâtir des maisons au Canada et nous allons accorder des millions de dollars de soutien pour les travailleurs, 500 millions de dollars pour l'innovation dans le secteur forestier. Ça, c'est une belle histoire, Monsieur le Président, et puis j'espère qu'ils vont nous aider à l'écrire. Le député de Brampton Centre. Monsieur le Président, le Canada est depuis longtemps réputé pour son engagement en faveur du multilatéralisme sur la scène internationale. Alors que le Canada assure la présidence historique du G7 en cette période troublée, notre gouvernement s'est engagé à perpétuer cette tradition. Est-ce que la ministre des Affaires étrangères peut informer la Chambre de la manière dont les efforts diplomatiques du Canada favorisent la prospérité, créent des emplois de qualité et renforcent notre position dans l'économie mondiale?
Honourable Minister. La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je remercie ma collègue de sa question. Et je dois dire que chaque fois que je m'adresse à un pays, ils nous disent qu'ils veulent plus de Canada. Et en fait, nous sommes parmi les 2 destinations pour les investissements directs. Et nous sommes le seul pays au monde qui a un accord commercial avec tous les autres pays du G7. Nous sommes en train de tisser de nouveaux liens dans l'Indo-Pacifique, en Europe, en Afrique. Et, Monsieur le Président, nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas le meilleur accord possible pour le Canada. Et tout au cours du parcours, à l'ordre, la députée d'Oshawa. Monsieur le Président, parmi les pays du G7, nous avons l'économie qui se contracte le plus vite et nous avons le 2e taux de chômage le plus élevé. Et c'est pire pour les travailleurs du secteur automobile, comme ceux qui se trouvent dans ma ville, à Oshawa. Le premier ministre avait promis de protéger les travailleurs du secteur manufacturier, mais le lendemain de son retour à Washington, on n'a pas annoncé d'aide. On n'a pas levé les tarifs douaniers. Et il y a $1 billion qui seront en quelque sorte exportés aux États-Unis. Alors, pourquoi tourner le dos aux travailleurs d'Oshawa? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président, et je remercie la députée de sa question. Je suis certain que la députée d'en face, en fait, tous les députés ici, savent que nous en sommes à un grand moment de transformation. L'économie mondiale est en évolution et nous allons continuer de travailler pour obtenir le meilleur accord possible pour les Canadiens. Et nous n'arrêterons pas là. Nous parcourons le monde pour ouvrir de nouveaux marchés pour le secteur automobile et pour nos industries, comme par exemple le Mercosur. Et nous voulons ainsi garder un Canada fort et faire en sorte que les travailleurs canadiens aient des emplois bien rémunérés. La députée d'Oshawa. Monsieur le Président, il est clair que les seuls travailleurs du secteur automobile qui sont défendus par les libéraux, ce sont les travailleurs du secteur automobile américain. C'était de bons emplois qui aidaient à fonder des familles, à prendre sa retraite dans la dignité. Ces Canadiens ont fait tout ce qu'il fallait, comme il faut, et puis on leur dit maintenant que leur emploi n'a aucune importance. Ces pertes d'emploi sont le résultat direct de l'échec du premier ministre qui n'a pas défendu les intérêts des travailleurs du secteur automobile au Canada. Comment est-ce que ces derniers pourront faire confiance au premier ministre? Le secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international. Notre gouvernement ne va jamais laisser tomber les travailleurs du secteur automobile. Nous n'allons pas abandonner de travailleurs. Nous travaillons jour et nuit pour s'assurer que le secteur automobile devienne une histoire, un véritable cas de réussite. Et en fait, le ministre est à Washington pour négocier un accord qui est bon pour les travailleurs. Et aussi, le ministre du Commerce international est en Afrique pour trouver des débouchés ailleurs au monde. Nous continuons de faire le travail pour que les travailleurs canadiens aient de bons emplois bien rémunérés ici, au Canada. Le député de Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake. Nous avons l'économie qui se contracte le plus parmi les pays du G7 et nous avons le 2e taux de chômage le plus élevé. Et le secrétaire américain au commerce a dit que cela ne va que s'empirer pour les travailleurs du secteur manufacturier, y compris ceux qui travaillent chez GM à St. Catherine. GM a annoncé son plus grand investissement au mois de mai, mais cet investissement, c'est de l'autre côté de la frontière, dans l'État de New York. Et pour ce qui est de St. Catharines, silence radio. Pourquoi est-ce que le premier ministre est si déterminé à abandonner nos travailleurs qui travaillent si fort? La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, nous faisons des investissements sans précédent dans le secteur automobile. Il y a le Fonds stratégique d'intervention et pendant ce temps, nous aidons les travailleurs. Il y a par exemple Nexstar Battery qui s'est engagé à embaucher 2500 travailleurs et à embaucher déjà 1000 travailleurs. Moi, à titre de député, je peux vous dire qu'il y a dans ma circonscription Ford et je peux vous dire que nous sommes là pour les travailleurs, nous sommes là pour le secteur automobile et nous allons obtenir le meilleur accord possible pour notre pays. Le député de Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake. Monsieur le Président, General Motors a une présence à St. Catharines depuis 1929. Ça fait presque 100 ans.
Et si le gouvernement libéral ne fait rien, on n'en arrivera pas à 100 ans. Il y a des milliards de dollars qui quittent le Canada et aboutissent aux États-Unis. Et pendant ce temps, les travailleurs canadiens ont eu la bouche bée lorsqu'ils ont vu le premier ministre offrir leur emploi à l'administration américaine, tout cela pour avoir un repas gratuit. Alors, il faut arrêter de sacrifier les travailleurs du secteur automobile ou peut-être qu'on peut voir qu'en fait, leurs emplois sont exportés aux États-Unis. La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, pendant qu'on parle des travailleurs canadiens, tout d'abord, je tiens à remercier les travailleurs canadiens et en particulier les travailleurs syndiqués qui contribuent à la croissance de notre économie, et ce, chaque jour. Notre gouvernement veut faire en sorte que les travailleurs syndiqués auront 20 jours de plus d'assurance-emploi et cela va aider des milliers de travailleurs. De plus, nous offrons 500 millions de dollars pour la formation professionnelle et le recyclage professionnel. Et à l'ordre, le député d'Essex, nous avons l'économie qui se contracte le plus parmi les pays du G7 et le deuxième taux de chômage le plus élevé. Il y a une usine à Essex, à Windsor, où il y a eu des mises à pied. Puis maintenant, nous apprenons qu'il y a 10 milliards de dollars qui se revestit dans une usine de batterie aux États-Unis. L'administration Trump a dit qu'il n'y aurait pas d'accord dans le secteur automobile. Alors, pourquoi est-ce que l'on sacrifie les travailleurs d'Essex et pendant ce temps-là, on est en train de stimuler l'économie américaine? La ministre de l'Emploi et des Familles. La raison pour laquelle on ne fait pas confiance aux conservateurs, c'est parce qu'ils ont tenu des propos trompeurs encore et encore. Impossible d'entendre pour l'interprète. Est-ce que la députée pourrait revenir un peu en arrière? Il y a une raison, Monsieur le Président, pour laquelle les Canadiens ne font pas confiance au Parti conservateur. Parce qu'ils ne font pas confiance dans les mots qui sortent de leur bouche. Et à maintes reprises, il y a de la désinformation. D'après Statistique Canada, l'économie canadienne s'est accrue en 2025. Et bien sûr, il y a des changements dans l'économie, des secteurs qui vont moins bien, mais les Canadiens savent que nous sommes là pour eux. Impossible d'entendre pour l'interprète. Le député de Windsor-West. Monsieur le Président, le Canada a l'économie qui se contracte le plus parmi les pays du G7 et le taux de chômage qui le place en deuxième rang tellement c'est élevé. Et c'est pire pour les habitants de Windsor. Le premier ministre a rompu sa promesse de protéger les emplois des Canadiens. À son retour des États-Unis, on a appris qu'il n'y a pas d'accord qui s'en vient. Les emplois des Canadiens sont à risque et pendant ce temps-là, il y a des milliards de dollars qui viennent de chez nous et qui seront utilisés pour faire croître l'économie américaine. Il a envoyé ça en entreprise Brookfield aux États-Unis, puis maintenant il fait la même chose avec les emplois des Canadiens. Pourquoi aider à stimuler l'économie américaine? Le leader en chambre du gouvernement. L'économie canadienne est en fait en croissance, Monsieur le Président. Le député de New-Tecumseh-Gwillimbury. C'est scandaleux. Le premier ministre a encore une fois sacrifié les Canadiens et il a abaissé les bras devant Donald Trump. Nous avons l'économie qui se contracte le plus parmi les pays du G7 et le deuxième taux de chômage le plus élevé. Les libéraux ont échoué à la tâche et n'ont pas d'accord avec les États-Unis. Ils sont en train d'exporter des emplois aux États-Unis. C'est assez des promesses rompues. Pourquoi est-ce que ce sont les travailleurs du secteur automobile qui paient le prix de l'échec de ce premier ministre? Le leader du gouvernement à la Chambre. Le Canada produit des véhicules depuis plus de 100 ans et nous avons une industrie très intégrée en Amérique du Nord et nous continuerons de construire des automobiles pendant encore un autre 100 ans. Le député sait que tous les jours, nous défendons les emplois syndiqués dans les usines
de fabrication automobile du pays. Nous défendons les fabricants de pièces, en fait, toute la chaîne d'approvisionnement, et nous allons toujours défendre le secteur automobile du pays. La députée de Calgary-Nose Hill. Après 10 ans d'échecs en matière d'immigration sur les libéraux, nous devons restaurer l'équité dans le système. En ce million, il y a plus d'1 million de résidents temporaires au Canada, donc plus de 7 millions de personnes, 7 % de la population. Et puis, nous avons des règles désuètes en matière de citoyenneté qui permet aux personnes de rester après l'expiration du visa. Alors, est-ce qu'on peut permettre à un parent qui est résident permanent de pouvoir se qualifier automatiquement pour la citoyenneté? La ministre. La loi du Canada est claire et le suivant. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si vous êtes né au Canada, vous êtes un citoyen canadien. Ce gouvernement continuera de soutenir un cadre de citoyenneté juste et constitutionnel solide. Merci. La députée de Calgary-Nose Hill. Le problème, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Canada, on a plus de 3 millions de résidents temporaires au pays et les libéraux continuent d'émettre encore plus de permis de résidence temporaire. Combinez cela au système d'asile qui ne fonctionne pas. Et en fait, ce qui se produit, c'est que la plupart des résidents temporaires restent ici de façon définitive. Alors, on doit restaurer l'équité. Est-ce qu'on peut mettre à jour les lois pour faire en sorte qu'au moins l'un des parents peut devenir citoyen ou résident permanent pour se qualifier automatiquement pour obtenir la citoyenneté? La ministre. En fait, la députée présente des faits erronés. Nous ne voulons pas avoir un système à 2 vitesses et on ne pénalisera jamais les enfants du pays qui sont nés ici. Merci. Saint-Hubert. Monsieur le Président, les tribunaux ont été clairs. Une limite des premières générations à la transmission de la citoyenneté par filiation est inconstitutionnelle. Nous avons le devoir de répondre à ces constats et de proposer un cadre entourant le régime de citoyenneté qui soit juste et conforme à la Constitution. La ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pourrait-elle partager comment le projet de loi C3 offre un recours à ceux qui ont été privés de leur citoyenneté et permet un accès équitable à la citoyenneté pour les générations futures? Merci, monsieur. L'honorable ministre. Merci, monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour cette question. Avec le loi C3, on offre une solution aux Canadiens perdus résidents. Restant, en même temps, on va assurer que les enfants nés ou adoptés à l'étranger pourraient accéder à la citoyenneté à condition que leurs parents canadiens, eux-mêmes nés ou adoptés à l'étranger, aient un lien substantiel avec le Canada. C'est comme ça qu'on équilibre l'équité avec la protection de la valeur immense de la citoyenneté canadienne. Merci. Honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, le Canada a l'économie qui s'affaiblit le plus rapidement des pays du G7. Le premier ministre avait promis de négocier une victoire avec le président Trump, mais malgré concession après concession, les travailleurs de l'industrie du bois d'œuvre sont les grands perdants. Le premier ministre est revenu de Washington les mains vides. Pire encore, le bois d'œuvre n'est même pas sur sa liste des priorités. Le premier ministre avait promis une entente pour enlever tous les tarifs. Pourquoi, une fois élu, il ne respecte plus ses promesses? Honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, en effet, le bois d'œuvre, c'est une industrie qui passe par une période assez complexe. Déjà, ce n'est pas la première fois. Cette industrie est régulièrement la cible d'attaques de nos voisins américains. C'est pour cela que nous devons
négocier un accord global qui soit dans l'intérêt de tous les Canadiens. Et ça, le Premier ministre l'a bien dit, nous n'allons pas signer n'importe quoi. Nous allons signer un accord qui sera à l'avantage du Canada et pour tous les secteurs canadiens, incluant le bois d'œuvre. Absolument. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, les droits de douane sur le bois d'œuvre canadien ont doublé depuis l'arrivée de ce premier ministre. L'Association des produits forestiers du Canada a lancé un cri d'alarme. Je cite, « Avec plus de 200 000 emplois directs en jeu, le secteur demande au premier ministre d'accorder la même urgence au bois d'œuvre que l'acier et l'aluminium. » Pourquoi le premier ministre laisse tomber les 200 000 travailleurs du secteur forestier et les familles qui dépendent de ces emplois? Honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous connaissons très bien le secteur du bois d'œuvre. Je connais très bien le secteur du bois d'œuvre au Québec, Monsieur le Président. Ce n'est pas la première fois que nous jouons dans cette chanson-là avec nos voisins américains, Monsieur le Président. Nous allons être capables de négocier un accord avec eux et c'est pour cela que nous n'allons pas signer n'importe quoi. Nous allons nous assurer que l'accord qu'on signera sera au bénéfice de tous les Canadiens et de tous les secteurs. Bravo. The honourable member for Cambridge. La députée de Cambridge. Monsieur le Président, le Canada a déjà l'économie qui se contracte le plus parmi les pays du G7 et le deuxième taux de chômage, et ça va s'empirer à Cambridge. Les travailleurs du secteur automobile perdent leur emploi et les investissements quittent le pays. Le premier ministre revient de Washington, mais l'administration Trump a dit qu'il n'y aurait pas d'accord dans le secteur automobile. Il y a des milliers d'emplois qui sont à risque et le premier ministre a même promis d'envoyer $1 billion aux États-Unis, alors que les Canadiens, eux, sont mis à pied. Alors pourquoi investir dans l'avenir des Américains tout en sacrifiant le gagne-pain des travailleurs du secteur automobile? Le leader du gouvernement à la Chambre. Oui, l'économie canadienne est en croissance. Les statistiques et les faits objectifs le prouvent. Je ne suis pas d'accord avec la députée qui lit les notes qu'on lui a envoyées dans l'antichambre. Et je sais qu'à Cambridge, on se sent anxieux. Et le président des États-Unis a mis en place des mesures qui nuisent à ce secteur et je respecte beaucoup le travail à l'ordre. Le député de Bay of Quinte. Monsieur le Président, hier, notre gouvernement a déposé le projet de loi C-12 visant à garantir et à protéger l'intégrité du système d'immigration du Canada, à renforcer nos frontières et à freiner le trafic transnational de fentanyl. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique peut informer la Chambre des raisons pour lesquelles on doit agir rapidement pour adopter le projet de loi C-12? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je remercie le député de Bay of Quinte de sa question très importante et de son travail acharné. La loi C-12 va renforcer le système d'immigration des frontières du Canada afin de renforcer nos frontières et d'assurer la sécurité des Canadiens. Ce projet de loi témoigne de la volonté de notre gouvernement de veiller à ce que les agents et les services aient les outils nécessaires pour faire bien leur travail. Et si vous le permettez, Monsieur le Président, je tiens à remercier les travailleurs de la SFC, du SCRS et de la GRC, et je leur souhaite une bonne action de grâce. Monsieur le Président, ce matin, on apprend que le premier ministre parle juste 17 % du temps en français lors de ses discours. Quand j'avais l'honneur de faire partie du gouvernement conservateur précédent, tous les discours étaient débutés en français. Aujourd'hui, le chef de l'opposition officielle donne une place de choix aux Français dans ses discours. Monsieur le Président, on n'est pas en Angleterre. Est-ce que le premier ministre est au courant que le français est aussi une langue des affaires au Canada et partout dans le monde? Bravo, bravo. Honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne et responsable des langues officielles. Monsieur le Président, j'ai des petites nouvelles pour mon collègue d'en face. Nous sommes le gouvernement qui en avons fait le plus pour les langues officielles au Canada. Nous avons modernisé la loi sur les langues officielles, qui est accompagnée d'un budget historique de 4 milliards de dollars d'investissement, Monsieur le Président, pour nos langues officielles partout d'un bout à l'autre du pays. Nous avons atteint pour la première fois dans l'histoire du pays nos cibles d'immigration francophone hors Québec de 4 %. On est à 7, on s'en va à 8, on va aller à 12 %, Monsieur le Président. C'est historique, c'est du jamais vu. Et petites nouvelles pour mon collègue d'en face. The honourable member
La députée de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, j'ai souvent entendu les partis à la Chambre dire qu'ils soutiennent les travailleurs. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des travailleurs, mais pourtant, lorsque j'ai déposé mon projet de loi visant à protéger le droit de grève et de négociation collective, silence radio chez les libéraux et les conservateurs. Les paroles, c'est une chose, et les actes, c'en est une autre. Si le gouvernement libéral respecte vraiment les travailleurs, protégera-t-il leurs droits en appuyant mon projet de loi visant à supprimer l'article 107 du Code canadien du travail? Oui ou non? La ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, nous avons renforcé considérablement le droit des travailleurs au pays à compter de 2015, lorsque le gouvernement libéral a abrogé les lois anti-syndicales qui avaient été adoptées par les conservateurs. Et nous avons renforcé le Code canadien du travail. Nous avons fait en sorte que les briseurs de grève soient interdits et nous allons continuer de travailler avec les organisations représentant les travailleurs et les entreprises pour qu'il y ait un équilibre dans la relation et pour que la relation demeure productive. Le député de Vancouver-Kingsway. Nous savons que Donald Trump, c'est une personne erratique et c'est difficile de composer avec sa personnalité, mais les concessions et la politique d'apaisement du premier ministre ne fonctionnent pas. Il a offert le pipeline Keystone aux Américains et n'a rien obtenu en retour. C'est un projet qui est dommageable pour l'environnement, qui n'est pas bon pour l'économie et qui va en fait réduire l'intégration avec l'économie américaine. Où est passé le premier ministre qui avait promis une approche énergique face à l'agression de Trump? La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, des entreprises de partout au monde choisissent le Canada pour y investir directement. Nous sommes parmi les 2 pays du G20 pour l'investissement direct étranger. Et contrairement à ce que les députés disent en face, l'inflation est à la baisse. La Banque du Canada a réduit le taux et nous sommes en bonne posture parmi les pays du G7. Il s'agit donc de bonne voie vers la résilience économique et puis nous allons continuer de travailler fort. Merci. Voilà qui met fin à la période des questions pour ce jeudi.